Et si nous vous disions que l'humanité est au bord de l'extinction à cause d'une maladie, que toute la misère, la dévastation climatique, la guerre perpétuelle et le fétichisme consumériste que nous voyons tout autour de nous s'enracinent tous dans une infection psychique de masse? Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi. Mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit, de quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Tu sais exactement de quoi je parle. C'est ce que dit Morpheus, le maître chargé de tirer le disciple du sommeil à son disciple Néo, l'élu chargé de sauver l'humanité dans le film Matrix. Beaucoup de personnes sont dans la situation de Néo. Ce dont je vais te parler est très grave, mais ce sera probablement la plus grande révélation de ta vie en 2025. Il y a un mauvais esprit qui envahit l'esprit de l'être humain. Beaucoup de personnes souffrent, en sont malades et ne s'en rendent pas compte. Selon Paul Lévy, ce serait la plus grande épidémie ayant jamais frappé l'humanité. Pour expliquer cette maladie, je n'ai pas trouvé mieux que le texte écrit par Al-Noor Lada et Martin Kirk et traduit par Alfred Lupasque pour Brainsport. Nous sommes dans cette ère du Verseau où tout ce qui était caché sera révélé. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi le monde ne tourne pas rond. Et cela va t'aider à avancer, à changer, à faire évoluer l'humanité. Ce n'est pas un enseignement pour tout le monde. Il est pour les élus, les éveillés ou ceux qui veulent le devenir. Et si nous vous disions que l'humanité est au bord de l'extinction à cause d'une maladie, que toute la misère, la dévastation climatique, la guerre perpétuelle et le fétichisme consumériste que nous voyons tout autour de nous s'enracinent tous dans une infection psychique de masse? Et si nous vous disions que cette infection n'est pas seulement hautement contagieuse, mais aussi qu'elle s'auto-reproduit, en accord avec les principes du darwinisme culturel, mais aussi qu'elle se dissimule si bien dans notre psychisme que la plupart des hôtes auront tendance, à cause de leurs conditions pathologiques, à violemment nier qu'ils sont infectés? Et si nous vous disions ensuite que ce psychovirus peut être décrit comme une forme de cannibalisme? Oui, de cannibalisme. Pas nécessairement dans le sens littéral de mangeur de chair, mais plutôt dans celui de consommer les autres, humains et non humains, comme moyen d'assurer son profit personnel et sa dominance. Vous pourriez écarter cette perspective comme relevant de la charlatanerie nouvel âge, ou pire, de la sphère conspirationniste. Néanmoins, l'approche consistant à regarder la transmission des idées comme un déterminant clé de la réalité émergente apparaît régulièrement validée par différentes branches de la science, telles que la théorie de l'évolution, la physique quantique, la linguistique cognitive et l'épigénétique. L'histoire de l'infection est longue, étrange et sombre. Pourtant, elle conduit à l'espoir. Alors donc, dans cette première partie, on nous dit qu'il y a une maladie qui touche l'humanité, une maladie très grave et qui se cache dans la psyché, donc dans le mental des gens et qui met en danger l'humanité. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, donc des hôtes, ceux qui hébergent cette maladie, n'y croient même pas, ne croient pas qu'ils sont malades. Et c'est là justement le plus grand des vices, puisque la science, et c'est pour cela qu'il cite l'épigénétique et tout ça, toutes ces nouvelles sciences, qui démontrent qu'en fait, nous sommes bel et bien malades, mais que nous ne nous en rendons même pas compte. Et c'est à cause de cela
qu'on ne peut pas soigner l'humanité. On ne peut pas soigner une maladie qu'on n'a même pas diagnostiquée. Le Nouveau Monde ne fut pas conquis par l'épée, mais par un mème. Daniel Quinn, une des théories scientifiques les plus en vue pour expliquer le pouvoir de la diffusion des idées, est la mémétique. Les mèmes sont à la culture, ce que les gènes sont à la biologie. L'unité de base de leur évolution. Le terme a été originalement introduit par le biologiste évolutionniste Richard Dawkins dans son ouvrage de 1976, Le gène mégoïste. Dawkins écrit « Je pense qu'un nouveau genre de réplicateur a récemment émergé. Il est encore en train de dériver maladroitement dans sa soupe primordiale. Pourtant, il est déjà en train d'évoluer à un rythme qui laisse le vieux gène traîner loin derrière. » Oui, les mèmes sont à la culture ce que les gènes ou l'ADN est à la biologie. C'est pour faire le parallèle. Donc, biologiquement, on transmet nos gènes par les gènes, par l'ADN, tandis que la culture va se transmettre par les mèmes. Et il nous dit que le nouveau monde n'a pas été conquis, c'est-à-dire l'Amérique par l'épée, mais par un mème. On va comprendre comment le mème fonctionne et comment il peut permettre de conquérir un être humain et même tout un continent, voire toute l'humanité. On continue. Il continue. Par exemple, un mème peut être une musique, une idée, un proverbe, une mode vestimentaire, une manière de fabriquer des poteries ou de construire des arches, à la manière dont les gènes se propagent dans le bassin génétique, sautant de corps en corps, par l'intermédiaire de spermatozoïdes ou d'ovules. Les mèmes se propagent dans le bassin mémétique en sautant de cerveau à cerveau, selon un processus qui m'a, au sens large, peut être appelé imitation. Donc, les gènes dans le bassin qu'il appelle génétique, c'est-à-dire le domaine de la génétique, se transmettent de corps en corps par l'intermédiaire de spermatozoïdes et d'ovules, donc la procréation. Par contre, les mêmes, eux, dans le bassin, donc dans le monde ou la sphère de la mémétique, eux, ils se transfèrent, ils se passent de cerveau en cerveau. Vraiment, il faut bien suivre cet enseignement. Ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. On continue. Un des grands prêtres du rationalisme, de la méthode scientifique et de l'athéisme, est aussi le père du mème des mèmes. Toutefois, comme pour tous les mèmes et toutes les idées, il ne saurait y avoir de propriété au sens traditionnel du terme, seulement l'intrication dont la physique quantique nous apprend, qu'elle caractérise nos intra-actions. Évidemment, des notions similaires à propos de comment les idées manifestes sont présentes dans les traditions occidentales depuis des siècles. Platon a été le premier à l'articuler de manière complète à travers sa théorie des formes, qui affirme que des formes non matérielles, les idées, représentent la réalité parfaite à partir de laquelle la réalité matérielle est dérivée. Donc, c'est déjà expliqué depuis, il y a des chercheurs qui travaillent sur ce sujet et on nous dit que bien avant Jésus-Christ, Platon en avait déjà parlé et on en a parlé souvent ici sur cette chaîne à propos de la métaphysique. Les idées, dit Platon, représentent la réalité parfaite à partir de laquelle la réalité matérielle est dérivée. Ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde physique ou matériel a commencé d'abord dans le monde des idées. On continue. Des formulations plus modernes de la théorie des formes peuvent être trouvées dans l'idée de nosphère, sphère de la pensée humaine, développée par Pierre Teilhard de Chardin, ainsi que dans celle d'inconscient collectif développée par Carl Jung, où les structures de l'inconscient sont partagées par les êtres s'appartenant à une même espèce. Selon Jung, l'idée du cannibale maraudeur serait d'abord un archétype qui se manifeste dans le monde matériel par les actes des personnes qui le canalisent ou l'incarnent. Pour celles et ceux
qui préfèrent un savoir plus empirique, le champ fertile de l'épigénétique fournit quelques solides bases de réflexion. L'épigénétique étudie les changements intervenant dans les organismes par modification, dans l'expression de leurs gènes, plutôt que par leur mutation. Autrement dit, la variation dans l'expression des traits d'une génération sur l'autre n'est pas seulement une question de biologie pure, mais est aussi déterminée par des facteurs environnementaux et contextuels qui ont affecté nos ancêtres. Il y a des choses très imagées, mais en même temps très instructives dans ce texte-là. Lorsqu'on nous parle du cannibale maraudeur, bon, tous ceux qui sont dans les religions ou font les œuvres humanitaires savent ce qu'est les maraudes. On va vers les mendiants, vers les gens qui dorment dans la rue, etc. On leur apporte des petites choses pour les aider à, à s'alimenter, à satisfaire les besoins physiologiques de base, discuter aussi avec eux, etc. Mais là, il nous parle de cannibale, c'est Carl Jung, de cannibale maraudeur, serait d'abord un archétype qui se manifeste dans le monde matériel par les actes des personnes qui le canalisent ou l'incarnent. Ça veut dire il y a des gens qui sont porteurs et qui vont comme ça la transporter de personne en personne, un peu comme un maraudeur, c'est-à-dire ils viennent trouver des gens qui sont un peu faibles, qui sont dans le besoin et viennent les contaminer en quelque sorte. Et c'est pour cela que ça se conclut en nous disant, en nous précisant un peu ce que fait l'épigénétique, qui dit que la variation dans l'expression des traits d'une génération sur l'autre n'est pas seulement une question de biologie pure, mais aussi déterminée par des facteurs environnementaux et contextuels qui ont affecté nos ancêtres. Donc, les gènes, c'est une chose. Par les gènes, on transmet de l'information, on transmet des caractères, des caractéristiques. Mais attention, il y a d'autres formes de transmission qui sont environnementales, liées au contexte dans lequel on évolue, etc. Bon. Et on va continuer. Nous ne considérions pas les grandes étendues des plaines, les majestueuses collines, les courants et les vents comme sauvages. Ce n'est qu'à l'homme blanc que la nature apparaissait sauvage, et ce n'est qu'à ses yeux que les terres étaient infestées d'animaux et de peuples sauvages. Pour nous, ils étaient des compagnons. La terre était abondante, et nous étions entourés des bénédictions du grand mystère. Ce n'est que lorsque l'homme poilu de l'Est a débarqué pour nous faire injustice, dans une brutalité frénétique, nous et les personnes que nous aimions, que nous avons vu de la sauvagerie. Luther Standing Bear, Land of the Spotted Eagle. Donc là, vous avez un point de vue d'un Amérindien, donc les Indiens d'Amérique, et particulièrement ici l'Amérique du Nord, qui vous dit comment fonctionnait le cerveau de l'homme poilu venu de l'Est par rapport à leur cerveau qui... Donc là, vous voyez la différence d'interprétation du monde, de conception du monde en fonction du lieu d'où l'on vient, de l'environnement, du contexte dans lequel on a vécu. De nombreuses traditions spirituelles, dont le bouddhisme, le soufisme, la branche mystique de l'islam, le taoïsme, le gnosticisme, ainsi que de nombreuses cultures indigènes, ont compris depuis longtemps la nature mentale de la création. Ces visions du monde portant en leur cœur la reconnaissance que les formes pensées ont le pouvoir de déterminer le cours des événements physiques. Plusieurs traditions parmi les peuples premiers d'Amérique du Nord disposent d'une connaissance aussi ancienne que spécifique à propos du cannibalisme, ainsi que d'un terme dédié faisant référence à la forme pensée qui en est la cause, wetiko. Lorsqu'un terme existe quelque part, ça veut dire que les gens connaissaient déjà cela. Et soit ils le réprouvaient, soit ils le rejetaient, mais ils le connaissaient. Ça existait déjà chez eux, chez l'être humain. Et ils appellent cela le wetiko. On continue. Selon nous, comprendre cela
nous offre une manière efficace de conduire notre compréhension jusqu'aux plus profondes racines de la polycrise globale actuelle. Wetiko est un mot algonquin pour désigner un esprit cannibale, animé par l'avidité, l'excès et la consommation égoïste. En Ojibwa, c'est Windigo, Wintiko, in Powhatan. Il trompe son hôte en lui faisant croire que cannibaliser la force de vie des autres, autres au sens large, incluant les animaux et les autres formes de vie gaïennes, est un mode de vie logique et honnête. Oui, y a des termes un peu qui peuvent sembler un peu compliqués. Ici, il nous parle des formes de vie gaïennes. Gaïenne, ça vient de Gaïa, en fait. C'est les formes de vie sur la planète Terre. Gaïa, il y a nous, les humains, mais il y a les animaux, il y a les plantes, il y a même les roches. Hein. Ça, c'est une approche spirituelle qui sont des vies et qui évoluent sur plusieurs milliers d'années. On continue. Le Wetiko court-circuite la capacité de la personne à se percevoir elle-même comme partie intégrante d'un environnement équilibré et interdépendant et place l'ego déchaîné aux commandes. C'est cette illusion de séparation entre soi et la nature qui en fait un cannibalisme plutôt qu'un simple meurtre. Elle permet, et même commande, à l'entité infectée de consommer bien plus que ce dont elle a besoin dans une pulsion subconsciente meurtrière, auto-inflationniste. L'auteur Paul Levy, dans une tentative pour trouver un langage accessible aux publics occidentaux, le décrit comme une égophrénie maligne, c'est-à-dire l'ego libéré de ses limites, agissant selon la logique maléfique de la cellule cancéreuse. Nous utiliserons le terme Wetiko, puisqu'il s'agit de l'original et qu'il nous rappelle la sagesse qu'il nous reste à découvrir dans les cultures indigènes. À celles et ceux qui ont des oreilles pour entendre, Wetiko peut aussi bien faire référence à l'infection qu'aux corps infectés. Une personne peut être infectée par le Wetiko, ou, dans les cas où l'infection est très avancée, elle peut personnifier la maladie. Un Wetiko. Cela s'applique aussi aux cultures et aux systèmes. Tous peuvent être décrits comme étant Wetiko s'ils manifestent régulièrement ces traits. Dans son désormais classique « Columbus and Other Cannibals », l'historien américain natif Jack D. Forbes décrit comment il y avait une croyance fréquemment partagée parmi de nombreuses communautés indigènes selon laquelle les colons européens étaient ainsi chroniquement et uniformément infectés par le Wetiko. Cela devait être une caractéristique fondamentale de la culture à laquelle ils appartiennent. En examinant ces cultures, Forbes déplore, tragiquement, l'histoire du monde de ces 2000 dernières années est, en grande partie, l'histoire de l'épidémiologie de la maladie Wetiko. Nous nous entendrons probablement tous sur le fait que le comportement des colons européens en Amérique du Nord peut être décrit, selon la définition proposée, comme cannibaliste. Leur quête de conquête et d'accumulation matérielle était un acte de consommation violent. Le moteur de la culture envahisseuse a absorbé les vies et les ressources de millions d'autres et les a transformées en richesse et pouvoir pour eux-mêmes. Des débats ont toujours lieu, mais il est raisonnable d'estimer le nombre de victimes en dizaines de millions, certainement un des génocides les plus brutaux de l'histoire. L'impact sur la vie non humaine est du même ordre, mais par-dessus tout, cela fut accompli avec la certitude morale que toute destruction était justifiée au nom du progrès et de la civilisation. Ce parti pris dissimule l'ampleur de l'infection Wetiko dans la culture de l'envahisseur. Ils étaient ainsi aveuglés par leur ambition autoréférentielle qu'ils ne pouvaient pas voir une autre vie comme tout aussi importante que la leur. Ils ne pouvaient pas
voir la valeur intrinsèque de la vie, ni la nature interdépendante de toute chose, à cause de leurs œillères idéologiques, en dépit du fait que cela soit la perspective dominante des populations autochtones qu'ils ont rencontrées. Leur capacité à voir et à connaître d'une manière différente de la leur avait été, semble-t-il, amputée. Ceci n'est pas une tirade anti-européenne. Ceci n'est pas une tirade anti-européenne. Rappelez-vous, lorsque tu pointes le doigt à quelqu'un, il y a 3 doigts qui te regardent, voire même 4. Donc, ceci n'est pas une tirade, ça veut dire une accusation ou une manière de tirer sur les Européens ou les Occidentaux, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes tous dans la même maladie. Et la seule chose qui peut nous sauver en cette ère du Verseau, et c'est notre travail à nous, c'est pour cela que je vous fais cette vidéo, c'est de nous réveiller, c'est de commencer à informer et éveiller d'autres personnes qui sont dans cette maladie et qui amènent notre planète, notre monde, tout droit vers la catastrophe écologique, les guerres, les conflits, les problèmes d'eau, ainsi de suite. On va continuer. Ceci n'est pas une tirade anti-européenne. Il s'agit de la description d'une maladie dont la propagation a été déterminée par d'importantes dynamiques historiques, dont font partie celles qui ont permis aux Européens de lancer l'exploration mondiale à mesure que certaines technologies ont vu le jour. Le même Wetiko a certainement existé dans les individus depuis l'aube de l'humanité. C'est après tout une maladie qui vit au travers et qui émerge de la psyché humaine. Mais l'origine de cultures de type Wetiko est plus facilement identifiable. Les mêmes peuvent se propager à la vitesse de la pensée, mais ils nécessitent généralement plusieurs générations pour changer les caractéristiques fondamentales des cultures. Ce que nous pouvons dire, c'est que les empreintes digitales des croyances Wetiko remontent au moins à la révolution néolithique, lorsque les humains du croissant fertile ont appris à dominer leur environnement par ce que l'auteur Daniel Quinn appelle l'agriculture totalitaire, c'est-à-dire des pratiques agricoles sédentaires qui produisent plus de nourriture que ce qui est strictement nécessaire à la population et qui voient la destruction de toute entité vivante qui entrave cette surproduction, que ce soit d'autres humains, nuisibles ou paysagistes, comme non seulement légitime, mais morale. Cette première forme de logique Wetiko a été amplifiée dans des proportions inimaginables avec l'arrivée du christianisme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre, a déclaré une autorité non moins que Dieu, dans Genèse 1:26. Après 8000 ans d'agriculture totalitaire s'étendant lentement dans la région, il n'est peut-être pas surprenant que la logique trouve sa place dans les textes sacrés qui y ont émergé. Quoi qu'il en soit, il a été conduit à travers l'Europe à la pointe des épées romaines, dans les 200 ans qui ont suivi la mort du Christ. Ce n'est pas une coïncidence que, pour que le christianisme devienne dominant, le système de croyances païen existant, avec sa compréhension de la place de l'humanité dans la nature plutôt qu'au-dessus de la nature, devait être annihilé. Le fait est que l'épidémiologie du Wetiko a laissé des indicateurs clairs de son lignage, et bien qu'il ne puisse pas être pathologisé selon des lignes géographiques ou raciales, la souche que nous connaissons aujourd'hui a certainement beaucoup de ses racines les plus profondes en Europe. Après tout, les projets européens, des Lumières à la révolution industrielle, en passant par le colonialisme, l'impérialisme et l'esclavage,
ont développé la technologie qui a ouvert la voie à la diffusion de la culture Wetiko dans le monde entier. De cette façon, nous sommes tous les descendants et les héritiers du colonialisme Wetiko. Désormais, nous sommes tous des hôtes porteurs du Wetiko. Désormais, nous sommes tous des porteurs, donc des hôtes du Wetiko. Ça veut dire qu'il est en nous, il habite en nous. Et la seule manière d'y échapper, c'est d'élever la conscience. Et pour élever la conscience, il faut déjà savoir que le Wetiko existe, que cette maladie existe et qu'elle pose des problèmes à l'humanité. On va s'arrêter là pour cette première partie consacrée à cette grande maladie qui touche l'humanité. Nous allons continuer, je vous ferai une deuxième partie où nous explorerons comment aujourd'hui, en 2025, et pour les années à venir, cette maladie se manifeste, détruisant des nations, détruisant des familles, détruisant des pays, des continents. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je rappelle que tous les enseignements que je fais ne visent pas à développer l'orgueil, mais à nous faire comprendre que le monde dans lequel nous vivons est régi par des entités que parfois nous ne voyons pas, mais qui agissent. Et si nous les connaissons, nous pouvons améliorer notre vie et la faire passer à un autre niveau. À la prochaine. Je t'envoie pleine lumière et que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude, la communauté. Tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux simplement laisser un... Voilà, à bientôt.